C-Sports Analytics, la data au service du sport. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast C-Sports Analytics, la data au service du sport. Le podcast qui décrypte en détail pour vous l'importance de l'utilisation des données dans le monde du sport. Aujourd'hui, nous recevons Maxime Rioland, consultant data chez Sinovate et passionné de running, avec qui nous allons aborder le sujet des données dans le monde de la course à pied. Salut Maxime, comment vas-tu ? Salut Titon, ça va très bien. Est-ce que tu peux nous parler pour te présenter un peu de ton parcours ? Comment t'es arrivé ici ? Alors avant tout, effectivement, je suis consultant data chez Sinovate depuis bientôt 7 ans. Concernant mes études, alors j'ai pas un parcours très exubérant, mais j'ai un master en statistique informatique et technique numérique que j'ai réalisé à l'université de Lyon 1. Et en parallèle, je suis effectivement un passionné de course à pied. Donc je fais pas mal de marathons. J'ai un record à 2h46 sur marathon. Je fais aussi pas mal de trail long. Et lié à ça, j'ai la chance d'être sponsorisé par Sinovate et je suis aussi ambassadeur pour une marque de chaussures qui s'appelle Altra. Très bien, merci. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Sinovate ? Ouais, alors Sinovate, on est un acteur majeur dans le monde de la data. Notre objectif, c'est de valoriser, d'apporter un service aux entreprises et de valoriser leurs données. Donc on est spécialisé dans la data intelligence, qui est la réconciliation de la business intelligence et de la data science. En parallèle, donc on a un portefeuille d'environ 500 clients et on a une entité qui s'appelle C-Sports, où du coup on fait la même chose, on fait de la valorisation de données, mais dans le monde du sport. Donc on va travailler pour des fédérations, pour des clubs ou des acteurs majeurs du monde du sport, toujours dans un objectif de valorisation de la donnée. Super. Quel parallèle tu peux faire entre tes missions chez Sinovate et ta pratique de la course à pied ? J'ai l'habitude de travailler avec pas mal de données, donc ça peut être aussi bien dans le sport ou dans des secteurs d'activité qui sont relativement différents. Et du coup, moi, en tant que coureur à pied et en tant qu'amateur de l'utilisation des données, j'ai pas mal d'outils qui permettent de récolter de la donnée. Donc, je m'amuse à analyser mes propres données. Donc, du coup, le parallèle est plutôt simple, ce que je fais au quotidien et ce que je fais en parallèle lié à ma passion. Ok, super. Est-ce que c'est démocratisé d'utiliser la donnée dans la course à pied ? Est-ce qu'il n'y a que toi ? Alors je dirais dans le sport en général, c'est des choses qui arrivent petit à petit. Dans le monde de la course à pied, encore plus. Alors il y a généralement les professionnels sont un peu les pionniers. Généralement on va avoir des professionnels qui ont utilisé ce capteur-là et donc du coup ça va se démocratiser au monde amateur. Donc il y a de plus en plus d'outils qui permettent de récolter des différentes typologies de données. Donc ça arrive petit à petit. Maintenant, je suis pas sûr que tous les coureurs amateurs soient ultra passionnés par récolter tout un tas de sortes de données et des analyser surtout, parce que les récolter c'est bien joli, mais si on n'en fait rien derrière, autant garder sa montre GPS, faire sa sortie et voilà. Et donc toi, justement, comment tu utilises tout ça, de la récolte jusqu'aux analyses ? Alors au tout début, j'ai à peu près on va dire une petite dizaine d'années d'expérience en course à pied et au tout début, pour être honnête, je n'exploitais pas ces données-là. J'avais ma montre et terminé. Maintenant, je le vois vraiment comme un accélérateur et ça offre pas mal d'informations qui peuvent être ultra utiles sur l'optimisation de la performance. Donc c'est ce que j'essaie de faire moi au quotidien, d'exploiter mes données pour en tirer de l'information et pour essayer d'aller optimiser mes entraînements. Et après, ça reste aussi un petit amusement. C'est toujours sympa d'avoir ses propres données. Elles sont plutôt faciles d'accès, donc j'en fais un petit peu ce que j'en veux. Donc ça, c'est plutôt cool. On va dire c'est un petit passe-temps qui est toujours sympathique. Et qu'est-ce que tu en tires sur l'aspect terrain par rapport aux analyses qui existent déjà, par exemple le résumé de ta course Garmin ? Alors effectivement, aujourd'hui, quand on achète une montre, généralement on a une application qui va avec. On a des outils des plateformes comme Strava qui offrent des analyses. Des analyses, elles sont plutôt macro, je dirais, où en gros on va aller regarder ce qu'on a fait juste sur une séance, à quelle vitesse on a couru, combien de kilomètres forcément on a couru. Donc du coup, ça rentre peu dans les détails. Alors souvent il y a des versions payantes mais qui offrent pas forcément beaucoup plus d'informations. Là, l'intérêt, c'est que moi, je vais aller creuser dans ces données-là et aller les pousser le plus possible pour en tirer des informations que les outils ne seront pas capables de faire ressortir à tous ceux qui ont accès, quoi.
Ok, bah super. On va du coup s'intéresser à l'optimisation de la performance grâce à ces analyses. Ouais. Et du coup, bah, quels sont les outils que tu utilises? Tu as parlé de Strava et de ta montre. Voilà, comment est-ce que tu récoltes tout ça? Alors la première chose, maintenant je pense que les gens qui font de la course à pied ont forcément une montre GPS. Donc déjà cette montre GPS permet de récolter de la donnée. Les montres GPS permettent forcément de calculer une distance, un temps. Ensuite, moi j'utilise un cardio fréquence mètre. Maintenant, la plupart des montres aussi ont un cardio fréquence mètre au poignet. Chez moi, ça marche pas. En tout cas, les données que me renvoie la montre, c'est complètement aberrantes. Donc du coup, j'ai une ceinture cardio qui est beaucoup plus précise. Il y a un autre système, c'est le brassard, en mode brassard cardio qu'on met autour du bras et qui est aussi ultra précis et qui est un peu moins gênant que la ceinture cardio, parce que chez certaines personnes, ça peut être un peu dérangeant d'avoir une ceinture cardio autour de la poitrine. Et le dernier outil que j'utilise, c'est un petit capteur de puissance qui s'appelle le Stride, qui se positionne sur le dessus de la chaussure, sur le coup de pied de la chaussure, et qui permet de mesurer tout un tas de données liées à la dynamique. Donc, comme son nom l'indique, c'est un capteur de puissance, donc forcément on va mesurer la puissance instantanée quand on court, mais on peut aussi mesurer l'oscillation verticale, le temps de contact au sol et la cadence. Donc ça offre pas mal d'informations sur la dynamique de course. Donc voilà, ça c'est les 3 outils que j'utilise au quotidien. Maintenant, il y a une autre typologie de mesure qui s'appelle la RPE, que je trouve ultra importante. C'est le ressenti, la perception de l'effort. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus précis parce que finalement, ça va directement être impacté par ce que notre corps va renvoyer comme information. Donc j'utilise pas mal ça. Donc là, soit on a une application et on peut saisir notre RPE après chaque session, soit on saisit ça sur un bout de papier, un crayon. Enfin voilà, c'est au choix. Mais je trouve que cette mesure est assez importante. Et donc tu nous as parlé de données aberrantes. J'imagine que c'est aussi ça l'utilité, d'analyser ses propres données, plutôt qu'utiliser un rapport tout fait, mais dans lequel on ne verrait pas qu'il y a potentiellement eu un bug dans le GPS ou quoi que ce soit. Généralement, on les voit parce que ça va faire un pic. Je sais pas, le GPS a complètement frisé et il va perdre l'altitude. Des fois, il va nous mettre à moins 150 mètres de profondeur ou 4000 mètres d'altitude. Donc là, on le sait et généralement, les calculs ne prennent pas en compte. Il y a des algos, je pense, qui tournent derrière et ces données-là sont pas prises en compte dans les calculs. Okay. C'est plutôt, on va dire, intelligent et je pense que c'est plutôt simple à gérer ce genre de phénomène, mais du coup oui, moi après ces données-là, je peux aussi les repérer moi en faisant mes propres analyses. Ok, super. Justement, comment tu vas pouvoir récolter et articuler toutes ces données, ces différentes sources de données, pour te préparer à tes séances? Ouais, alors je dirais que ça va se découper en 3 phases. Il y a le côté avant, pendant et après, forcément. Avant, j'utilise beaucoup mes données pour préparer une séance et préparer un plan d'entraînement. Donc voilà, je vais utiliser souvent les données de mon passé pour me planifier une séance, une séance clé et un plan d'entraînement. Je ne sais pas si je prépare un marathon, faire ma planification sur 2-3 mois. Ensuite, le côté pendant, finalement les 2 mesures, et encore, je dirais la mesure qui m'intéresse la plus, finalement, c'est la vitesse. C'est un peu ce sur quoi les coureurs sont le plus focus, on va dire, c'est à quelle vitesse je cours. Après, il y a le côté fréquence cardiaque, mais je la prends avec un petit peu plus de pincettes parce que elle peut être influencée par plein de choses. Si tu vas courir et que tu cours face au vent, forcément, ta fréquence cardiaque va être un petit peu plus haute. S'il fait chaud, pareil, le temps d'adaptation fait que ta fréquence cardiaque va être un petit peu plus haute. Donc je la regarde, mais je m'affole pas. Si je vois que ça s'emballe un petit peu, je m'affole pas. Et après, le côté après, où là, c'est là où je vais essayer d'aller décortiquer un petit peu toutes les données que j'ai mesurées, aller analyser ma séance, regarder si j'ai eu une dynamique de course plutôt efficace ou si justement j'avais un peu le pas lourd et du coup ça s'est ressenti un petit peu sur mes performances. Donc c'est là où je vais aller tirer le plus d'informations possible dans mes données. Très bien. Et justement, pour pouvoir comparer 2 séances, mais qui ne sont pas forcément faites dans des conditions similaires, est-ce que c'est plus au ressenti que tu vas te dire, là il faisait très chaud, il y avait du vent, donc c'est pas grave si mon allure était un peu plus faible, ou est-ce que dans les données, tu vas pouvoir aller mettre des ajustements pour avoir, on va dire, la même échelle de performance?
Déjà, le terrain est ultra important. Donc la condition, c'est quelque chose, mais le terrain est très, très important. Maintenant, généralement, quand on est dans un plan d'entraînement, deux séances ne se ressemblent jamais. Elles ont un critère commun. Je sais pas, je vais faire une séance de VMA par exemple. Ok, ça c'est la base, mais par contre, je vais organiser ma séance différemment. Je vais pas faire tout le temps des 5 fois 1000 mètres, parce qu'au bout d'un moment, je vais arriver à une phase où je vais progresser. Okay. Maintenant, le fait d'avoir ces données-là, ça permet de prendre du recul, surtout avant tout, d'aller regarder, sur cette première séance de VMA de ma prépa, par exemple, j'étais pas très bien, donc la prochaine, je vais peut-être y aller un petit peu plus doucement. Et après, sur les sensations liées aux conditions, ça c'est un peu particulier. Je pense que c'est là où la RPE est ultra importante, parce que il peut faire chaud et on peut se sentir bien. Par contre, il peut faire froid et on peut se sentir carrément pas bien. Ouais, Donc c'est là où je trouve que le ressenti que notre corps nous donne est ultra important. Ok, merci. Et est-ce que tu peux nous partager des exemples d'analyse pour tes objectifs d'optimisation de la performance? Dans un premier temps, l'avantage d'avoir plein d'outils qui permettent de mesurer plein de données, c'est d'avoir une approche plutôt multidimensionnelle pour aller recalculer des charges d'entraînement. C'est là où du coup on va avoir des modèles qui existent déjà, où on va leur mettre plein d'informations et ça va nous sortir une charge d'entraînement. Et l'idée c'est de mettre en parallèle cette charge d'entraînement avec une performance. Tiens, j'ai fait une compétition ce dimanche-là, j'ai pas été très bon. Pourquoi ? Je vais aller regarder ma charge d'entraînement sur les 10 jours. J'ai vu qu'en fait ma charge d'entraînement n'a pas diminué. Donc en fait, je peux arriver dans une forme optimale le jour de la compétition. Ou à l'inverse, j'ai bien diminué ma charge d'entraînement sur les 10 jours qui ont précédé. Ça m'a permis d'être bien sur ma compétition et de faire une performance plutôt correcte. Ensuite, je disais tout à l'heure que toutes les données offrent pas mal de capacités de recul. Et moi, j'aime bien analyser toute la dynamique de course, et c'est ce que le capteur Stride permet de faire. Et typiquement, regarder si on a une foulée qui est efficace, ou si justement on va pas forcément être bon sur une séance. Et dans ce cas-là, l'idée c'est d'apporter des petites actions correctives à l'entraînement, forcément. Je sais pas, j'ai un pied qui est pas ultra efficace, je vais faire peut-être un petit peu plus de séances de côte, je vais faire plus de gamme, je vais axer un petit peu plus d'un renforcement sur le pied. Donc voilà, ces données-là permettent d'aller analyser la foulée avec plus ou moins de précision et permettent de mettre en place des choses au niveau de l'entraînement. Du coup, il y a une autre analyse que j'essaie de mettre en place, c'est l'analyse des séances à hautes intensités. Et là, l'objectif, c'est d'aller chercher une décroissance de performance durant ta séance. Donc on se met dans une situation où on fait une séance de VMA, donc vitesse maximale aérobie, je sais pas, on fait 10 fois 1000 mètres. Donc on va essayer de courir quasiment au max de sa performance. Et l'idée, souvent, sur les 5 premières, on va être bien, on va être dans l'allure visée, la vitesse visée. Et puis petit à petit, on va commencer à se fatiguer, les jambes vont commencer à brûler. Et là, plus ça va, plus on va s'éloigner de la vitesse cible. Et du coup, l'idée, c'est d'aller choper ce moment où on va basculer dans le moment de dur. Et du coup, on va plus être capable de supporter la vitesse. Et du coup, là aussi, c'est de mettre en place des actions au niveau de l'entraînement pour repousser ce moment où on va avoir tendance à décroître au niveau de la performance. Ok, et donc à partir de tes données, de toutes les possibilités d'entraînement dont tu nous as parlé, comment est-ce que tu vas mettre tout ça pour aller préparer un objectif? Je dirais pas dans ce sens-là. Déjà, je me fixe un objectif. Je vais m'inscrire à un marathon, par exemple. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais regarder mes données sur mes 2-3 précédentes prépas marathon. Je vais voir comment j'ai décomposé ma prépa, que ce soit en termes de séances clés, de séances à haute intensité, par exemple, de sorties longues, et de volume. Et de là, je sais un petit peu, à peu près comment, j'ai encore un petit peu une bonne mémoire de comment se sont déroulés mes 2-3 précédents marathons, le temps que j'ai mis forcément, comment ça s'est passé physiquement, est-ce qu'il y a un moment où j'ai pêché, et du coup je vais essayer de créer des adaptations liées à ça. Par exemple, si on se réfère juste au volume, si je prends ma prépa marathon du marathon de Copenhague en 2023, je crois que la semaine max que j'ai fait en termes de volume, c'est 120 km. Cette année, pour Séville, je suis monté à des semaines à 140, 145 km. Donc du coup, j'ai essayé d'augmenter mon volume, donc ce qui permet de gagner en capacité, en résistance musculaire. Et du coup, l'idée, c'est que le jour J, le jour pendant le marathon, c'est d'être le plus résistant possible et de retarder le moment où on va taper dans le mur, quoi, en gros.
Ok. Et donc, tu vas aller ensuite préparer ton année par rapport à ça. Est-ce que tu as des moments dans l'année où tu sais que tu vas faire plutôt certaines épreuves que d'autres? Et est-ce que tu as des objectifs annuels ou c'est uniquement quand tu vas t'inscrire pour une compétition que tu vas les fixer? Alors généralement, je fais un marathon par an. Donc du coup, tout ce qui est tout ce qui est lié à la prépa sur un marathon sur route, généralement, je vais essayer de faire un semi. Et après, une fois que j'ai fait mon marathon, je vais avoir tendance à passer plus sur trail, où là, du coup, je vais analyser mes données un peu différemment. On va être beaucoup basé sur le ratio kilomètre dénivelé et regarder si on fait suffisamment de dénivelé par rapport à un objectif. Différentes données selon la prépa et selon ce que je vais préparer. Et selon toi, quelle est la place de la donnée dans la performance? Est-ce qu'on peut performer sans s'intéresser à la donnée? Voilà, comment tu vois tout ça? J'ai envie de dire oui et non, parce que finalement, on a toujours eu de la donnée dans le monde de la course à pied. Avant, on n'avait pas forcément de monde GPS, on n'avait pas forcément tous ces capteurs. Par contre, on était capable de prendre un temps je sais pas, sur un 1000 mètres, de calculer une vitesse, de calculer une fréquence cardiaque de repos. Donc, on avait quand même de la donnée. Maintenant, le fait d'avoir plein de données, c'est plutôt des accélérateurs, c'est aussi des facilitateurs, parce qu'on ne s'embête plus forcément à faire des calculs. Donc ça va permettre de créer des ajustements au niveau de l'entraînement. Globalement, l'entraînement, il reste les mêmes. Les techniques d'entraînement ne bougent pas trop. On va juste créer des adaptations. Donc toutes ces données-là nous permettent d'avoir des données plutôt pertinentes sur plein d'aspects qui vont qui vont nous aider à optimiser notre préparation, par exemple. Maintenant, si on n'en a pas, c'est pas dramatique. Et je pense qu'on peut très bien performer sans aller analyser tout un tas de données. Et c'est le cas avec d'autres technologies. Récemment, au marathon de Paris, il y a un gars qui a fait 2h38 en étant en sandales. Il n'avait pas de chaussures de carbone, donc avec plaque de carbone. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un plus, mais c'est pas indispensable. Super, justement, si tu devais conseiller quelqu'un qui n'utilise pas la donnée parce qu'il est un peu perdu dans tout ça, quelles seraient les mesures pertinentes que tu lui conseillerais et pourquoi? Pour commencer, je pense la fréquence cardiaque, qui est un témoin de l'intensité d'effort, et surtout sur des efforts d'endurance plutôt longs comme ça, est plutôt intéressante cette fréquence cardiaque. Après, il faut être capable aussi de l'interpréter, il faut connaître ses zones. On sait que on découpe la fréquence cardiaque selon plusieurs zones, et selon dans la zone dans laquelle on se situe, on est plus ou moins dans un effort intense ou pas. Après, il y a forcément la vitesse. La vitesse plutôt dans une condition où on est sur du plat, parce qu'on ne va pas comparer une vitesse à plat et une vitesse en côte forcément. Dans ce cas-là, il faudrait utiliser un capteur de puissance, mais ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Et puis en plus, faut être capable d'interpréter ces données-là. Donc la vitesse est ultra importante dans le monde de la course à pied. Hein. Le but, c'est de courir le plus vite possible finalement. Et ensuite, je reviendrai encore une fois sur la RPE, l'indicateur témoin de l'intensité et de la perception de l'effort. Parce que si notre cerveau, nos récepteurs nous disent aujourd'hui tu as forcé, je suis crevé, c'est pas pour rien, ça veut dire que le lendemain, faut soit lever le pied ou soit même pas s'entraîner. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut être capable de prendre du recul. Donc ça prend avec le temps. Au bout d'un moment, on a cette capacité de prise de recul. Mais la RPE, pour moi, est ultra importante. Ok, super. En plus, la RPE, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place. Donc, oui, finalement, c'est une échelle de 1 à 10. C'est comment tu te sens. Voilà, aujourd'hui, j'étais plutôt bien, j'ai pas trop peiné, je mets 5, quoi. Tu nous as parlé au tout début que tu étais sponsorisé par Synovate. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, détailler? Est-ce que tu es le seul athlète à être sponsorisé? Et puis, quelles sont les missions qui te sont confiées en contrepartie? Ouais, effectivement, j'ai la chance d'être sponsorisé par Synovate. Donc, du coup, je reçois une petite aide financière qui me permet de m'inscrire et de participer à des courses plutôt sympathiques. Moi, en parallèle, l'idée, c'est déjà je cours sous les couleurs de Synovate, et derrière que je communique sur les courses, donc que ce soit sur les réseaux sociaux de l'entreprise ou sur mes réseaux sociaux à moi. Donc voilà. Ensuite, non, je suis pas le seul. En interne, on sponsorise une triathlète, Ludivine, qui fait des Ironman. Et ensuite, on sponsorise aussi une jeune tenniswoman, et aussi une équipe qui s'appelle Andy Team, qui est la première équipe interprofessionnelle de sportifs en situation de handicap. Cette équipe, elle est soutenue par différentes entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Et du coup, nous, le premier athlète qu'on a sponsorisé chez Synovate, c'est Mathias, qui est un parasnowboarder et qui a plusieurs titres nationaux à son actif. Super, merci. Et il me semble que récemment, tu as eu d'autres sponsoring aussi, notamment à Altra. Tu es ambassadeur pour eux? Ouais, c'est ça. Je suis ambassadeur depuis cette année Altra. Donc Altra, c'est une marque de chaussures américaine qui a une petite douzaine d'années et dont la philosophie, c'est la foulée naturelle. Donc pour la petite histoire, c'est deux frères qui avaient un magasin de running aux États-Unis et où leurs clients venaient souvent se plaindre qu'ils n'avaient pas forcément des chaussures ultra confortables. Et donc du coup, ils se sont mis un petit peu à découper les chaussures, à les démonter, à faire des montages eux-mêmes. Et du coup, ils en sont arrivés à des modèles où c'est des modèles qui n'ont pas de drop. Donc ça veut dire que pour vulgariser, notre pied est à plat dans la chaussure. Et en plus, c'est des chaussures qui ont un grand confort d'accueil au niveau de l'avant du pied. Donc en fait, on a un petit peu les doigts de pied en éventail quand on passe une chaussure Altra. C'est un peu particulier au tout début, mais quand on y a goûté, c'est compliqué de revenir en arrière. Et donc ouais, je suis ambassadeur depuis cette année. Donc l'idée, c'est de participer à des événements de testing, de faire découvrir la marque, là aussi de communiquer. J'ai eu la chance d'être sur le salon du marathon de Paris. Et ça, c'était plutôt cool aussi parce que les gens viennent découvrir la marque, on les fait essayer, on parle de la marque et j'ai trouvé ça plutôt enrichissant. Et justement, avec ton profil, est-ce que tu associes l'exploitation de la donnée pour l'utilisation des chaussures? Est-ce que eux, ils sont intéressés par faire quelques tests et pour avoir quelques chiffres sur les chaussures? Ouais, carrément. Alors, je me suis amusé à faire un petit dashboard sur l'utilisation des chaussures avec lesquelles j'ai couru pendant ma prépa du marathon de Séville. L'idée, c'est de mettre en place une rotation et d'avoir des chaussures qui ont des profils un peu différents et avec lesquelles je vais faire des séances différentes. Et du coup, alors moi, j'avais la notion de quelles chaussures j'utilisais pour quel type de séance. Et ce que j'essaie de faire, c'est retranscrire ça dans les données, donc avec les différentes données que je mesure au quotidien, donc la puissance, la fréquence cardiaque, la vitesse. Et donc du coup, à travers les données, j'ai retrouvé exactement l'utilisation des chaussures que j'avais selon les séances spécifiques, donc un modèle plutôt pour les sorties longues, un modèle pour les séances à haute intensité, et puis des modèles plutôt pour les footings de récup. Donc ça a été plutôt intéressant. Donc j'ai fait un dashboard que j'ai publié sur les réseaux et des retours assez intéressants. Et même sur le salon du marathon de Paris, là j'ai 2-3 personnes qui sont venues me voir en me disant ah c'est toi qui as fait le rapport, c'était cool, ultra intéressant. Donc ouais, si un jour ils veulent faire d'autres analyses, ce sera avec plaisir. Ah, cool, tu dois avoir un profil un peu différent des autres ambassadeurs. Oui, c'est cool. Oui. Et puis en plus, j'ai un profil plutôt orienté aussi route. Alors je fais du trail, mais je fais aussi pas mal de route. Et du coup, c'est ce qui manquait aussi peut-être aux côtés des autres ambassadeurs, un profil plutôt routier. Parfait. Si tu devais te projeter dans les années à venir pour la course à pied, comment est-ce que tu verrais la data et la technologie en général révolutionner un peu la pratique? On voit, et c'est valable pour tous les sports, qu'on a de plus en plus d'outils qui permettent d'analyser les différents facteurs de la performance. Maintenant, il faut être capable d'analyser ces données-là avant tout. C'est bien joli d'avoir une mesure, mais si on n'est pas capable d'aller chercher l'information qui se cache derrière cette mesure, ça n'a pas forcément un grand intérêt. Donc je pense qu'on aura de plus en plus d'outils. Maintenant, on a les capteurs de glycémie où on peut avoir la glycémie qui est quasiment en temps réel et savoir ajuster sa nutrition en fonction du niveau de glycémie parce qu'on sait que le carburant principal d'un coureur de fond, c'est le sucre. Donc, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans une robotisation de la course à pied. Faut que ça reste avant tout des accélérateurs, des facilitateurs sur l'optimisation de la perf. On sait aussi que généralement, ça arrive dans un premier temps chez les pros et après, ça se démocratise chez les amateurs. Donc, ça peut devenir des phénomènes de mode. Donc voilà, après, je pense qu'avant tout, il faut se fixer des priorités. Il ne faut pas s'entraîner d'une façon parce que Kipchoge s'est entraîné de cette façon-là. C'est pas parce qu'il a couru 220 km par semaine pour préparer le marathon de Berlin qu'il faut faire pareil, parce que sinon, de toute façon, ça ne va pas le faire. Au bout d'un moment, ça va se transformer en blessure. Donc voilà, ça va nous aider à individualiser, on va dire, l'entraînement. Et il faut que ça serve aussi à prendre du recul sur ce qu'on fait au quotidien d'entraînement avant tout. Donc pour toi, le conseil, plutôt, ce serait de pouvoir se connaître
pour pas tomber dans l'extrême et que ça desserve. Ouais, carrément. Avant tout, je pense que c'est important de se connaître. Ça arrive avec l'expérience, hein. Plus on va avoir des années d'expérience, plus ça va être facile d'avoir ce ressenti. Mais ouais, faut avant tout se connaître et en plus, si on a des données, les exploiter de façon intelligente pour optimiser tout ça, quoi. Ok, super, merci. Si tu devais résumer un peu notre échange en 3 phrases, quels seraient les points essentiels à retenir sur l'utilisation de la donnée en course à pied? Pour moi, rien ne remplace la perception de l'effort, donc cette fameuse RPE, j'y reviens. Mais se connaître soi-même, on vient de le dire, c'est l'essentiel et c'est ce qui prime avant tout en course à pied. Ensuite, les données et les analyses qu'on peut en faire doivent être vues comme des accélérateurs et des facilitateurs sur l'optimisation de la performance. L'idée, c'est de faire les bons choix au bon moment. Et enfin, aujourd'hui, le champ des possibles en termes d'outils, en termes d'analyse qu'on peut faire, des données qu'on récolte, est quasiment infini. On va avoir de plus en plus d'outils, on va pouvoir avoir de plus en plus de données. Rester focus sur ses objectifs et pas s'enflammer, être capable d'individualiser son entraînement et pas le faire parce qu'un tel l'a fait. Ok, merci beaucoup, très intéressant. Avant de se quitter, est-ce que tu pourrais nous conseiller quelqu'un, dont la course à pied ou autre, qui t'a inspiré ou que tu aimes particulièrement pour parler de data et de sport? Ouais, alors j'ai déjà écouté quelques podcasts ou des vidéos qu'il a l'habitude de faire. Il s'appelle Anaël Aubry, c'est un sport scientist qui était plutôt spécialisé dans le cyclisme, je crois, à la base, ou dans le triathlon, mais qui fait des choses plutôt intéressantes et plutôt bien expliquées. Super, merci beaucoup. C'était un échange très constructif. Merci à toi. À la prochaine. Ciao. Retrouvez toutes les infos sur ce podcast, notre site internet et nos réseaux sociaux. Merci à notre invité pour avoir prêté sa voix et merci à tous pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de C-Sports Analytics. C-Sports Analytics, la data au service du sport.